Le matin de la remise de diplôme de ma fille, j'ai repassé avec soin le chemisier que j'avais choisi 3 semaines plus tôt. Un ton ivoire pâle, sobre. Le genre de tenue qu'une mère porte lorsqu'elle veut afficher une certaine dignité sans pour autant faire de l'ombre à son enfant. J'attendais ce jour avec impatience depuis septembre, depuis que Clara m'avait appelé de son studio à Lyon pour m'annoncer qu'elle avait été choisie pour prononcer le discours de fin d'études. Je me souviens être resté debout dans ma cuisine, à Saint-Germain-en-Laye, les mains agrippées au plan de travail, lui répétant 3 fois à quel point j'étais fier d'elle, car une seule fois ne me semblait jamais suffisant. Mais ce matin-là, alors que je lissais le col et que je regardais la vapeur s'élever dans le calme de ma chambre, une sensation étrange me nouait la poitrine. Je ne savais pas comment la nommer. C'était le même pressentiment que j'avais avant qu'un orage n'éclate sur la scène. Cette lourdeur dans l'air, ce silence qui n'est pas de la paix, mais une forme d'attente. J'ai posé ma main sur mon sternum et j'ai respiré profondément. Tu es juste nerveuse pour elle, me suis-je dit. Ce n'est que ça. Mon mari, Denis, nous avait quittés il y a 4 ans. Une crise cardiaque, en février, le mois le plus gris en région parisienne, même quand tout va bien. Depuis, j'avais appris à analyser mes émotions avec prudence, car le deuil a cette façon de colorer chaque pensée, de transformer une inquiétude banale en funeste prophétie. Alors, j'ai ravalé cette sensation et j'ai attrapé mes boucles d'oreilles. J'étais en train de fixer la deuxième quand j'ai entendu frapper à la porte, bien trop tôt. Nous n'étions pas censés partir avant 30 minutes. En descendant, j'ai trouvé Raymond sur le perron. Raymond Doyle conduisait pour notre famille depuis 11 ans. Il avait conduit Denis à son tout dernier conseil d'administration. Il m'avait raconté le trajet du retour depuis l'hôpital la nuit où Denis est mort, sans dire un seul mot pendant les 40 minutes de route, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Raymond comprenait les choses sans qu'on ait à les lui expliquer. Ce n'était pas un homme à frapper haut porte à l'improviste sans raison. Madame Ellison, dit-il, la voix basse et prudente. Il jeta un regard derrière moi vers l'intérieur de la maison avant de reporter ses yeux sur moi. Il faut que vous veniez avec moi tout de suite. Avant que Clara ne descende. Je l'ai dévisagé. Raymond, quoi? S'il vous plaît. Il a fait un pas vers moi, baissant encore plus le ton. Je veux que vous montiez à l'arrière et que vous restiez hors de vue. Je sais ce que ça implique. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Il y avait quelque chose dans son regard qui a étouffé toute protestation dans ma gorge. Raymond ne demandait rien sans raison. Il n'invoquait pas la confiance comme une stratégie. Il l'utilisait comme Denis le faisait, avec précaution, seulement quand c'était vital. Qu'est-ce que vous avez découvert, ai-je murmuré. Il a secoué la tête. Pas ici. Clara va descendre d'une minute à l'autre. Vous devez voir quelque chose avant. Avant que cette cérémonie ne commence, Madame Carellison. Vous devez le voir de vos propres yeux. Depuis l'étage, j'ai entendu la voix de Clara, claire et joyeuse, en train de rire au téléphone. Le simple son de son rire m'a presque brisé. Ma fille, au matin du plus grand accomplissement de sa vie, et Raymond Doyle qui se tenait sur mon perron à me demander de me cacher dans sa voiture. J'ai regardé cet homme, lui qui avait tenu un parapluie au-dessus de ma tête au cimetière quand j'avais oublié le mien. J'ai regardé ce visage qui n'avait jamais porté la moindre trace de malhonnêteté. Je suis sorti. Et je me suis installé à l'arrière. Raymond m'a tendu une couverture en laine grise. Restez bien basse, dit-il doucement. Elle ne doit pas vous voir. Quand elle sortira. J'ai tiré la couverture sur mes genoux et je me suis recroquevillé aussi bas que le siège le permettait. La voiture sentait le sapin. Et le cuir ancien. Ma robe s'était coincée sous mes genoux, mais je n'ai pas
Bouger. J'ai posé ma joue contre le rembourrage frais et j'ai respiré. 2 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Bonjour, Ray. La voix de Clara était pure lumière. Tu es en avance. J'ai pensé qu'on prendrait un peu de marge, mademoiselle Clara. C'est un grand jour. Maman ne vient pas avec nous? Elle a dit qu'elle vous retrouverait directement à l'amphithéâtre. Elle voulait quelques minutes seule. Un silence. Vous êtes superbe, mademoiselle Clara. Ma fille Harry, ce rire particulier qu'elle avait depuis ses 7 ans, celui qui lui faisait plisser le nez. J'ai l'impression de porter un sac à patates avec une toque de diplômé par-dessus. La portière s'est ouverte. Clara s'est installée côté passager. Son parfum m'est parvenu immédiatement, celui qu'elle portait depuis la fac, une odeur de cèdre et de douceur. Je lui avais offert son premier flacon pour ses 19 ans. Ok, dit-elle, et je pouvais entendre son sourire. Allons-y. La voiture a démarré. Je suis resté immobile à l'arrière, écoutant ma fille parler. De son discours, des professeurs qu'elle espérait voir au premier rang, du fait que la réservation pour le dîner au restaurant de la Tour Eiffel était bien confirmée. Des choses normales, des choses heureuses. La voix d'une jeune femme qui avait travaillé sans relâche pendant 6 ans et qui méritait chaque seconde de cette journée. Puis son téléphone a sonné. Oh! Sa voix a changé. Instantanément. Pas de l'alarme, plutôt de la prudence, une maîtrise contrôlée. C'est Marcus. Donne-moi une seconde, Ray. Elle a répondu. Allô? Oui, je t'ai dit que tout était en ordre. Un silence. Non. Non. J'ai dit que je m'en occuperai, et je le ferai. Sa voix a chuté. Pas aujourd'hui. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. Elle a raccroché brusquement. Désolé? Dit-elle à Raymond, son éclat revenant comme par magie. Juste un problème logistique pour ce soir. Tu sais comment sont les restaurants. La voix de Raymond est restée fluide. Bien sûr. Mais je l'avais entendu. Le basculement. La rapidité avec laquelle la fille confiante s'était reconstruite. Après cette conversation. La façon dont elle avait dit, pas aujourd'hui. Pas maintenant, mais, pas aujourd'hui. Comme si elle gérait quelque chose depuis longtemps et qu'elle avait choisi cette date précise comme ligne de démarcation. J'ai posé ma main sur ma bouche, fixant le plafond de la voiture. En me demandant, qui est Marcus? Clara avait mentionné un collègue de ce nom une fois, brièvement, il y a 3 mois. Quelque chose à propos d'un groupe de recherche. Je n'avais pas posé plus de questions parce qu'elle n'en avait pas dit plus, et j'avais pris soin, depuis la mort de Denis, de ne pas devenir le genre de mère qui comble sa solitude en s'immisçant dans la vie de sa fille. Peut-être aurais-je dû insister, ai-je pensé. Peut-être aurais-je dû demander. La voiture a ralenti, a tourné. Nous étions sur le périphérique. Mais là, nous descendions vers un endroit que je ne reconnaissais pas. Une route plus dégradée, un quartier plus ancien. La voix de Clara est devenue incertaine. Ray, ce n'est pas le chemin pour l'université. Un petit détour. Mademoiselle Clara. Il y a des travaux sur la route principale. Oh. Elle a accepté cela facilement, retournant à son téléphone. La voix de Raymond m'est parvenue un instant plus tard, assez basse pour que seul moi puisse l'entendre. Presque arrivée, Madame Ellison. La voiture s'est arrêtée. Raymond a ouvert la portière de Clara. Si vous voulez bien attendre ici un instant. Mademoiselle Clara, j'ai une petite affaire à régler avant de continuer. Son ton était parfait, sans empressement, professionnel. D'accord, dit-elle. Légèrement intriguée.
Bien sûr, j'ai entendu sa porte se fermer, c'est pas sûr. Le trottoir, puis la porte de Raymond s'est ouverte, et il est apparu à côté d'eux. Moi, murmurant, sortez vite. Elle regarde son téléphone. J'ai repoussé la couverture et je suis sorti. Mes genoux me faisaient souffrir. La rue était calme. De vieilles maisons, des platanes matures bordant les deux côtés, une pharmacie au coin avec une pancarte peinte à la main. Raymond m'a guidé doucement vers le côté opposé de la voiture. Là, a-t-il dit en pointant du doigt. De l'autre côté de la rue se trouvait un café, le genre d'établissement. Là depuis 40 ans avec des vitres embuées et un petit menu sur ardoise. À travers la vitre, j'ai pu voir deux silhouettes à une table d'angle. L'un était un homme que je ne connaissais pas. La quarantaine avancée, manteau sombre. L'air de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante de la pièce. L'autre était une jeune femme assise en face de lui, penchée légèrement en avant, ses cheveux sombres captant la lumière du matin. Je connaissais cette posture. Je l'avais observée pendant 26 ans. C'est Clara, ai-je dit. Raymond n'a rien dit. Mais elle est dans la voiture. Elle est juste là. Je me suis retourné. Clara se tenait à 10 mètres de nous près de la voiture, nous tournant le dos, scrollant sur son téléphone. Je me suis retourné vers le café. La femme en face de l'homme s'est levée. Elle a posé ses deux mains à plat sur la table, de cette manière dont Clara faisait quand elle portait un argument final et qu'elle ne voulait pas discuter. Elle a ramassé ce qui ressemblait à un dossier. Elle a dit quelque chose. L'homme s'est adossé. Il n'avait pas l'air en colère, mais calculateur. Puis elle est sortie. La porte du café s'est ouverte. Et elle est apparue sur le trottoir, et j'ai vu son visage clairement. Ce n'était pas Clara. Elle avait peut-être 25 ans, une silhouette similaire, mais ce n'était pas ma fille. Mon souffle est revenu d'un coup. Mais le visage de Raymond n'avait pas changé. Il regardait toujours le café, pas la femme qui était partie. J'ai suivi son regard jusqu'à la fenêtre. L'homme était resté assis. Il a ramassé son téléphone, et là où la femme était assise. J'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Une deuxième chaise. Légèrement de côté, occupée par une petite fille, peut-être 8 ou 9 ans. Assise tranquillement avec un jus de fruits, portant une robe bleu marina. Liseré blanc. Elle regardait la table, pas l'homme. Elle avait cette attitude d'enfant ayant appris très tôt à devenir invisible en présence d'adultes. Gérant des affaires d'adultes. L'homme lui a parlé. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. Raymond, ai-je dit très doucement. Qui est cet homme? Il s'appelle Marcus Webb, a répondu Raymond. Il est associé principal chez Aldridge Cressman. Il était dans le comité de sélection qui a nommé Clara Major. De promotion. Je l'ai regardé. Il a été écarté du comité il y a 6 semaines. Conflit d'intérêts. Enquête interne. Raymond a fait une pause. Lui et Clara se rencontrent en privé depuis 4 mois. La première réunion a eu lieu la semaine après la confirmation de sa nomination. J'ai senti le froid m'envahir. Pas encore la colère, juste un froid glacial. Comme la sensation d'une pièce quand quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte en janvier et que vous venez juste de vous en apercevoir. Et l'enfant? Ma voix était stable, ce qui m'a surprise. Sa fille d'une précédente union. Il l'emmène à certaines réunions. Raymond m'a regardé droit dans les yeux. Celle qu'il veut s'assurer de garder privée. J'ai compris ce qu'il disait. Un homme qui amène son enfant à une réunion ne peut pas être accusé d'intention prédatrice par quiconque regarde de l'extérieur. Un homme avec une petite fille à ses côtés ressemble à un père. Il a l'air sûr. Clara est-elle au courant pour l'enquête?
ai-je demandé. Je crois qu'elle l'a découvert il y a environ 3 semaines, a dit Raymond. C'est à ce moment-là que la nature des rencontres a changé. Comment savez-vous tout ça? Je l'ai conduite, a-t-il dit. Simplement. 3 fois, elle m'a demandé de ne pas vous en parler. J'ai dit que je ne le ferai pas. Il a fait une pause. Je n'ai pas promis. La voix de Clara est venue de derrière nous, plus proche maintenant. Ray, tout va bien. Nous nous sommes retournés. Elle marchait vers nous, téléphone en main, son expression passant du décontracté à la confusion en me remarquant à côté d'eux. Raymond. Maman. Elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que pourquoi es-tu là? Ray a dit que tu nous attendais à la salle. Elle regardait de l'un à l'autre. La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé ma fille. 26 ans, brillante, épuisée d'une manière qu'elle cachait depuis des mois. Portant son chemisier de remise de diplôme et son calme comme une armure. Parle-moi de Marcus Webb, ai-je dit. L'armure s'est fissurée. Elle ne sait pas brisée. Clara avait trop de deniers en elle pour ça, mais elle a flanché. Ses yeux sont allés vers le café de l'autre côté de la rue, puis sont revenus vers moi. Et dans cette seule seconde, je l'ai vu calculer ce que je savais et ce que j'ignorais. Maman, Clara. Ma voix était douce. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas là pour te faire la leçon. Je suis là parce que Raymond m'a amené ici parce qu'il s'inquiétait pour toi. Et maintenant, je m'inquiète pour toi. Dis-moi ce qui se passe. Elle est restée silencieuse. Pendant un long moment. Un camion de livraison est passé dans un grondement. Les feuilles des platanes au-dessus bougeaient sous le vent d'octobre. Puis elle a expiré. Il est venu me voir en juin, a-t-elle dit. Après la nomination, il a dit qu'il voulait discuter de mes recherches de thèse. Il a parlé d'une opportunité de partenariat, que son cabinet finançait une initiative de recherche, et qu'il pensait que mon travail correspondait parfaitement. Elle a marqué une pause. Il a dit que le comité de nomination n'était pas public. Donc il n'y avait pas de problème de conflit d'intérêts formel. Mais il y avait un problème de conflit, ai-je dit. Je ne le savais pas à l'époque. Sa voix s'est aiguisée brièvement, puis s'est adoucie. Je l'ai découvert il y a 3 semaines. Une note interne a été transmise par erreur à la mauvaise liste de diffusion. Son nom figurait sur l'enquête. Elle a regardé le café. Il m'a demandé de ne rien dire. Il a dit que si cela devenait public avant la cérémonie, il devrait réexaminer toutes les décisions du comité, y compris la mienne. J'ai laissé ces mots flotter un instant. Il t'a dit que ton titre de major pourrait être révoqué? Il a dit que ce serait compliqué. Sa mâchoire s'est crispée. Il a dit que le plus simple était d'attendre après. Aujourd'hui. Laisser la cérémonie se dérouler. Ensuite, il ferait une divulgation volontaire, tout serait classé discrètement, et rien ne changerait. Elle m'a finalement regardé. J'ai travaillé pendant 6 ans, maman. J'ai travaillé tous les jours. La nomination n'est pas grâce à lui. Il a rejoint le comité après que les candidatures aient été examinées. Je connais mon propre travail. Je sais, et tu as raison, ai-je dit immédiatement. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a fait un effort surhumain pour les retenir, comme elle l'avait fait aux funérailles de Denis, refusant de pleurer en public parce qu'elle pensait que ça m'inquiéterait. Je voulais juste passer cette journée. C'est tout ce que je voulais. Et après, ai-je demandé doucement. La semaine prochaine, il te demandera autre chose. Quelque chose pour s'assurer que son secret reste gardé un peu plus longtemps. Et la semaine suivante encore. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Clara, j'ai fait un pas vers elle.
Il a amené sa fille à ce rendez-vous. Tu comprends ce que ça signifie? Il se protège lui-même. Il ne te protège pas. Il n'allait jamais faire de divulgation volontaire. Elle a regardé le café. L'homme à l'intérieur n'avait pas bougé. La petite fille était toujours assise à côté de lui. Qu'est-ce que je dois faire? A-t-elle demandé. J'ai pris ses mains. Tu entres dans cette salle aujourd'hui, et tu fais ton discours. Et ce soir, après le dîner, tu contactes le service de la vie étudiante de l'université et tu leur dis tout. Tu leur montres les enregistrements des réunions si tu en as. Tu les laisses enquêter correctement. Il pourrait avoir besoin de revoir la nomination, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Et s'ils le font, ce sera réexaminé par des gens qui ont lu ton travail réel, et ils arriveront à la même conclusion que le comité, parce que ton travail est exceptionnel. Je l'ai lu, Clara. Tout. Ton père a lu les 2 premiers chapitres avant de mourir et il m'a dit que c'était le meilleur travail universitaire qu'il ait vu de quelqu'un de moins de 30 ans. Elle a émis un son, un demi-rire, quelque chose de brisé. Il ne me l'a jamais dit. Il allait le faire, ai-je dit. À ta soutenance, il avait tout prévu. Nous sommes restés là sur le trottoir sous les platanes, avec Raymond à quelques pas. Respectueux. Et ma fille a pleuré exactement 45 secondes. Je le sais. Parce que j'ai compté, parce qu'elle avait besoin de vider son sac pour ensuite agir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a essuyé son visage avec le revers de sa manche et s'est redressée. D'accord, dit-elle. D'accord, ai-je dit. Mon visage est horrible? Tu ressembles à ton père, ai-je dit. Ce qui veut dire que tu ressembles à quelqu'un qui s'apprête à entrer dans une pièce et à gérer une situation difficile. Elle a presque souri. Raymond a ouvert la portière de la voiture. Nous sommes allés à la salle des cérémonies. L'amphithéâtre pouvait accueillir 1200 personnes, et on aurait dit qu'elles étaient toutes là. J'ai trouvé ma place au 3e rang. Place réservée aux familles, une petite carte avec mon nom tapé dans la police du programme. Le nom de Denis figurait sur ces cartes pour les 3 dernières remises de diplômes auxquelles nous avions assisté pour nos neveux et nièces. Aujourd'hui, il n'y avait que le mien. Je me suis assise et j'ai regardé les professeurs arriver dans leurs robes académiques, et j'ai regardé les étudiants rejoindre les rangs devant, et j'ai regardé Clara prendre sa place au 1er rang, la place du major, légèrement à l'écart. Elle aurait trouvé cela soit exaltant, soit mortifiant. Connaissant Clara, probablement les deux. Elle a croisé mon regard. Au moment où elle s'asseyait. J'ai hoché la tête. La cérémonie s'est déroulée avec ce rythme formel propre à toutes les remises de diplômes, discours d'ouverture, allocution du doyen, remise des diplômes honorifiques. J'ai écouté d'une oreille distraite, passant le reste du temps à observer les sorties, ce que Denis aurait trouvé amusant. Tu regardes toujours les sorties, disait-il. Même au mariage, surtout au mariage, je répondais. J'avais envoyé un message au service de la vie étudiante ce matin-là, depuis le téléphone de Raymond, avant la cérémonie. Raymond l'avait suggéré. Il avait aussi, semblait-il, déjà parlé à une connaissance au bureau du doyen 2 jours plus tôt, quelqu'un qu'il connaissait via ses anciens travaux pour des clients du conseil d'administration. Raymond était un homme d'action silencieuse et approfondie. La réponse à mon message est arrivée pendant la présentation des diplômes honorifiques. Une brève confirmation que mon inquiétude avait été reçue. Et qu'un haut responsable serait disponible pour rencontrer Clara et moi-même. Après la cérémonie si nous le souhaitions. J'ai rangé mon téléphone. Quand Clara a marché vers le podium pour son discours de major, la salle est devenue silencieuse, de cette manière particulière quand une assemblée sent que la personne qui parle ne va pas délivrer un discours générique.
Elle est restée debout au micro dans sa robe et sa toque, observant la salle un instant avant de dire un mot. Juste regarder, comme Denis prenait une inspiration avant une présentation, pour se stabiliser. Elle a parlé de ses 6 années de travail. Elle a parlé de la joie spécifique d'une question de recherche qui se révèle être plus difficile que prévu, ce qui, selon elle, était la seule sorte de question qui valait la peine d'être posée. Elle a parlé brièvement de son père. Avec soin, sans mettre en scène son deuil, mais en le reconnaissant, disant que les personnes qui vous apprennent à aimer la difficulté sont celles qui vous manquent le plus quand les choses difficiles arrivent. Elle n'a pas parlé de Marcus Webb. C'était pour une autre conversation. Mais vers la fin, elle a dit quelque chose que je n'avais pas anticipé. La chose la plus importante que j'ai apprise en 6 années dans aucune de mes recherches, c'est que les gens qui vous disent la vérité, alors que le silence aurait été plus facile pour eux, sont les seules personnes dont l'opinion sur votre travail compte vraiment. Elle a regardé la salle. J'ai la chance d'avoir l'une de ces personnes dans cette salle aujourd'hui. Et j'espère qu'elle se reconnaît. Elle m'a regardé. J'ai pressé ma main contre mon sternum, sur cette lourdeur qui y avait vécu toute la matinée. Et je l'ai senti s'envoler. Après la cérémonie, dans le couloir, il y avait des photos, des embrassades et ce brouhaha propre assissant. Famille célébrant tout en même temps. Le directeur de thèse de Clara l'a trouvé et lui a serré la main pendant un long moment. 2 de ses meilleurs amis du cursus l'ont entraîné dans une accolade compliquée à 3 qui a failli faire tomber sa toque. Raymond se tenait près de la sortie, les mains croisées, observant la salle comme il le faisait toujours. Je me suis dirigé vers lui. Merci, ai-je dit, de ne pas avoir promis. Il m'a regardé. Monsieur Ellison m'avait demandé de veiller sur vous deux. Je prends cela très au sérieux. Je sais que vous le prenez au sérieux. Elle s'en sortira, a-t-il dit. Elle a son caractère. Elle a son caractère et son propre cerveau, ai-je ajouté. Elle sera redoutable. Il a presque souri. Presque. Nous avons rencontré le service de la vie étudiante à 16 heures. Clara s'est assise en face de la conseillère principale, une femme nommée Patricia Oy, qui avait cette manière de quelqu'un qui avait mené ce genre de réunion auparavant et qui comprenait à la fois la difficulté et la nécessité. Clara a raconté toute l'histoire depuis le début, calmement, précisément, avec les dates, les lieux et la substance de chaque conversation. Elle avait pris des notes, s'est-il avéré, dans un document verrouillé sur son ordinateur portable, horodaté. Selon l'habitude de quelqu'un qui avait appris très tôt que la documentation est primordiale. Denis lui avait appris cela. Il nous l'avait appris à toutes les deux. Patricia Oy a écouté sans interrompre. Quand Clara a fini, Patricia a dit « Merci d'être venu nous voir. Je veux être très clair. D'après tout ce que vous avez décrit, le calendrier de l'implication de M. Webb au comité par rapport à votre candidature signifie que votre nomination repose sur vos propres mérites, indépendamment du résultat de l'enquête. La vérification, si elle est requise, le confirmera. Je ne veux pas que vous quittiez cette pièce avec des doutes là-dessus. » Clara a repris son souffle. Quant à M. Webb, a poursuivi Patricia, nous le contacterons aujourd'hui. J'ai appris plus tard que Marcus Webb avait soumis sa divulgation volontaire dès le lendemain matin, avant que l'université ne puisse le contacter, ce qui suggérait qu'il surveillait ou qu'il avait été prévenu, ou les deux. Peu importait. Le processus avançait sans qu'il ait besoin de coopérer. L'enquête a conclu 11 semaines plus tard. Son conflit d'intérêts a été acté. Son cabinet a mis fin discrètement à son association. La reconnaissance de major de promotion de Clara a été confirmée sans restriction. Le dîner à la Tour Eiffel ce soir-là fut le meilleur
Repas dont je puisse me souvenir depuis le dernier dîner que Denis et moi y avions partagé pour notre 28e anniversaire, le février précédent ça. Mort. Clara a commandé l'omble chevalier. J'ai pris le canard. Nous avons partagé une tarte au citron en dessert, débattant joyeusement pour savoir si les tartes au citron devaient comporter de la meringue. Absolument pas. Ai-je dit. Absolument oui, a-t-elle insisté. C'était notre désaccord depuis 15 ans et il ne serait probablement jamais résolu. Elle m'a dit, tout en buvant son thé, qu'elle avait eu peur de m'en parler, non pas à propos de Webb spécifiquement, mais du fait qu'elle gérait quelque chose de silencieux et seul. Depuis 3 semaines, sans venir vers moi. Je ne voulais pas que tu penses que je ne pouvais pas gérer, a-t-elle dit. Je sais que tu peux gérer. Ai-je dit. Ce n'était jamais la question. Alors c'était quoi? Tu ne devrais pas avoir à tout gérer seul. C'est ce que je veux que tu saches. Pas que je doute de tes capacités, mais que tu as quelqu'un dans ton camp. C'est différent. Elle a regardé son thé. Papa était toujours cette personne. Quand il est mort, je pense que j'ai décidé que je devais l'être pour moi-même, tout le temps, parce que si je m'appuyais sur toi, j'ajoutais à ce que tu portais. Déjà. J'ai regardé ma fille pendant un long moment. Clara, ai-je dit. Je t'ai portée jusqu'à la maison après la maternité il y a 26 ans. Enveloppée dans une couverture jaune sur laquelle ton père a pleuré dans l'ascenseur en prétendant plus tard que c'était l'air sec. Je t'ai porté à travers chaque épreuve depuis. Tu n'es pas un poids que je porte. Tu es là. Raison pour laquelle je prends la peine de rester debout. Elle a ri. Elle a pressé sa serviette contre ses yeux. Ne fais pas ça, maman. Mon mascara. Ton mascara a survécu à 6 ans d'études supérieures. Il survivra au dîner. Elle a ri à nouveau, plus longuement cette fois. Nous sommes restés jusqu'à ce que le restaurant commence son second service. Nous ne nous sommes pas excusés. Denis aurait laissé un pourboire généreux pour le dérangement, ce que j'ai fait. En sortant dans l'air d'octobre parisien, la Seine sombre et froide coulant quelque part au-delà du Trocadéro. Clara a passé son bras sous le mien comme elle le faisait quand elle était petite, et le monde a semblé soudain immense. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, a-t-elle demandé. Je veux dire, de ta vie, maintenant que j'ai mon diplôme et que je ne suis plus un projet? Tu n'es jamais un projet, ai-je dit. Et j'ai tout le portefeuille immobilier de la famille à gérer, un conseil d'administration en novembre et une rénovation sur la propriété de Kingston Road qui a dépassé le budget de 16% et teste chaque limite de ma patience. Donc, tout comme d'habitude. Comme d'habitude. Elle a appuyé brièvement sa tête contre mon épaule en marchant, comme elle le faisait quand elle avait 8 ans, qu'elle était fatiguée et qu'elle ne voulait pas l'admettre. Je suis contente que Raymond t'ait trouvé ce matin. A-t-elle dit doucement. Je suis contente que tu sois venu. Il n'y a jamais eu de question, ai-je dit. Il n'y a pas de version de cette journée où je n'étais pas là. Nous avons marché jusqu'à là où Raymond attendait avec la voiture, patient comme il l'était toujours, debout à côté de la portière. Conducteur, de la manière de quelqu'un qui considère que rester là et attendre est une forme de présence et non une perte de temps. Clara l'a serré dans ses bras. Il a accepté cela avec une certaine surprise et une grande dignité. Dans la voiture, en revenant vers Saint-Germain, Clara s'est endormie en 20 minutes, le sommeil immédiat et profond de quelqu'un qui a fonctionné à l'adrénaline pendant des semaines et qui a enfin reçu la permission de s'arrêter. Je suis resté assise à côté d'elle, regardant l'autoroute défiler. Et pensant à Denis, comme je le faisais souvent sur les longs trajets. J'ai pensé au matin où il a été emmené à l'hôpital et comment j'avais su avant même le coup de téléphone. La même lourdeur au sternum, la même sensation de mauvais dans l'air. Je l'avais ignoré cette fois-là, aussi. Je m'étais dit que j'étais anxieuse, j'avais continué ma matinée et j'avais perdu 1 heure que
J'aurais pu avoir avec lui. Je ne l'avais pas ignoré cette fois. Je me suis tourné et j'ai regardé ma fille endormie dans ses vêtements de remise de diplôme, sa toque légèrement de travers, ses mains croisées sur ses genoux. Elle s'en sortira, avait dit Raymond. Oui, ai-je pensé, elle s'en sortira. Elle a son caractère, son propre cerveau, et une mère qui a finalement appris à faire confiance aux sentiments dans sa poitrine. C'est bien. Plus que suffisant. C'est tout. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de l'histoire, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez ceci en ce moment. Et dites-moi ceci, avez-vous déjà dû intervenir pour quelqu'un que vous aimez, même quand il ne vous l'avait pas demandé? Je veux lire chaque mot. Abonnez-vous pour être là pour la suite. Et si cette histoire a touché quelqu'un que vous connaissez, partagez-la avec eux. Ils en ont peut-être besoin plus que vous ne le pensez. Denis disait souvent que la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de dire la vérité avant que le moment ne disparaisse. Il le disait à notre table de cuisine, lors des conseils d'administration, au pied d'un lit d'hôpital. Il l'a dit si souvent que c'est devenu une partie de l'air dans notre maison. J'y crois. Maintenant plus que jamais, même quand il n'est plus là pour le dire.